Bonjour à tous et bienvenue dans le webinaire organisé par jobup.ch. Jobup.ch, c'est la plateforme d'emploi numéro 1 en Suisse romande, avec plus de 70 000 nouvelles offres d'emploi qui sont publiées chaque mois dans tous les secteurs d'activité et pour tous les postes. Aujourd'hui, on va parler horlogerie avec Pascal Sturschler. Je suis ravie de t'accueillir. C'est notre invité du jour. Bienvenue. Merci beaucoup Mylène, très enchanté en tout cas. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, je serai du coup votre modératrice. Je vous envoie tout de suite le lien de mon profil LinkedIn dans le chat pour ne pas louper les prochains webinaires organisés par jobup.ch. Avant de commencer, quelques petites informations pratiques. Ce webinaire est enregistré et vous recevrez le replay du webinaire directement par email demain. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Thibaut, qui est avec nous dans la salle, va du coup me les envoyer directement et on pourra y répondre à la fin. On prendra environ 10-15 minutes, donc n'hésitez pas à écrire directement dans le chat toutes vos questions au cours du webinaire. Pour nous assurer que tout fonctionne bien, est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien? Ça nous rassurer, comme ça on pourra commencer tranquillement. Si vous pouvez mettre juste un petit oui, tout fonctionne bien, ce serait vraiment top. Comme ça, on sait qu'on peut démarrer et on est tout bon. J'attends vos retours directement dans le chat. Ok, tout fonctionne bien, on peut démarrer. Merci beaucoup pour vos retours. Donc aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Pascal Sturschler, coach professionnel dans le domaine de l'horlogerie, formateur en horlogerie et plus de 15 ans en tant que chef de projet dans l'horlogerie. Beau parcours en tout cas, Merci, félicitations. merci. Je te laisse peut-être Ouais, du coup te présenter. ouais, alors je vais commencer Ah peut-être oui, par le sommaire et ok, je me présenterai après. ok. On va parler durant ce webinaire de 5 grands points, en tout cas enfin, 4 grands points, et puis la dernière sera plus les questions. Donc le premier point, ça sera vraiment tout ce qui est secteur horlogerie en chiffres aujourd'hui. C'est vrai que l'horlogerie, c'est quand même assez opaque. On a du mal à visualiser un petit peu qu'est-ce qui s'y trame. Même les manufactures sont assez fermées finalement. Et donc moi, je vais vous apporter un petit peu cet éclairage-là en termes de chiffres. Et aussi les métiers de l'horlogerie. Dans l'horlogerie, il y a énormément de métiers. Quels sont les métiers qui sont le plus impactés ou impactants sur le marché, notamment de l'emploi? Aussi, un autre aspect très important, c'est le marché, donc les métiers qui sont le savoir-être, mais aussi le savoir-faire qui est très très important pour pouvoir se démarquer dans un secteur encore très très exigeant, l'horlogerie qui est vraiment on est dans le luxe, on est quand même dans une culture du savoir-être où voilà, l'exemplarité, l'excellence pour soi et envers les autres est aussi un des piliers dans ce domaine-là. Et quatrième point, c'est un point aussi très très important et qui me tient à cœur personnellement aussi, c'est apprendre à se connaître. Et on finira donc effectivement par une série de questions. Je te laisse la main, Mylène. Oui, avec plaisir. Donc, travaillez-vous dans l'horlogerie? Si vous arrivez à mettre dans le chat directement votre réponse, comme ça on apprend un peu à se connaître. Vous pouvez mettre A si c'est le cas, B non, je me renseigne et C non, mais je souhaite travailler en horlogerie. Donc voilà, petit quiz directement dans le chat pour un peu apprendre à vous connaître et savoir un peu, voilà. Ouais, c'est bien participer parce que ça nous Ouais. permet d'avoir une tendance et justement de nous donner un petit peu une orientation. Ça va aussi me donner une orientation sur l'argumentaire que je peux partager avec vous en direct et vous apporter un maximum d'informations par rapport à un contenu en particulier. Alors, je reprends la main pour jusqu'où me présenter. Comme Mylène l'a annoncé, je suis coach formateur. Alors, j'ai travaillé 15 ans dans une grande manufacture horlogère sur Genève en tant que chef de projet, produit process. Donc, j'étais relativement transverse. Je collaborais avec les services des achats, finances, qualité, aussi beaucoup avec l'exploitation qui était finalement un des clients très forts. J'étais rattaché au service méthode Indus. Donc, j'étais vraiment très transverse à ce niveau-là sur différents types de composants et ce qui me permettait d'avoir une vision très globale de l'entreprise. En parallèle de ça, ça fait plus de 13 ans que je suis dans la formation où j'accompagne justement des personnes dans la formation technique, notamment dans le domaine de la qualité, où à travers des modules de formation, je les fais progresser pour arriver à une maturité en termes de contrôle dimensionnel, esthétique et aussi avoir une philosophie qualité. Après, en fait, arrivé à pourquoi je me suis orienté dans le coaching, c'est surtout ça un petit peu la grande question.
c'est qu'au bout d'un moment, j'avais aussi besoin d'avoir du temps pour moi. Je voulais un temps partiel, un 80%. Et on était dans une période où le 80% dans l'horlogerie n'était pas forcément monnaie courante. Ça a un petit peu changé dans certaines marques horlogères, ça a évolué. Et donc, à ce moment-là, il n'y avait pas cette ouverture et cette ouverture, en tout cas, pour moi. Donc, j'avais pris la décision de tout simplement arrêter cette activité et de me réinventer. Et je ne savais pas exactement dans quoi. Et finalement, le coaching est venu un petit peu à moi de façon naturelle, où j'ai eu beaucoup de témoignages de différents collègues ou différentes personnes que je pouvais suivre qui étaient aussi dans le mal-être ou qui avaient besoin de renouveau. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas accompagner ces personnes à leur donner un nouvel élan à leur carrière, que ce soit dans la reconversion professionnelle, même d'autres secteurs, hein, que ce soit des personnes qui sont, je ne sais pas, une coiffeuse qui aimerait travailler dans le contrôle qualité dans l'horlogerie, par exemple, ou une personne qui est dans le bâtiment qui aimerait se réinventer dans l'horlogerie. Et je me suis dit, tiens, ça, c'est quelque chose qui me parle parce que c'est un secteur que je connais très bien. Et donc, je me suis spécialisé là-dedans. J'ai fait une formation en master coach. Donc, c'était une formation de 6 mois où j'ai été certifié. Suite à ça, j'ai fait de la PNL, programmation neurolinguistique, pour vraiment programmer le cerveau parce que c'est le cerveau qui nous pilote et qui nous dirige. Et j'ai aussi fait encore en parallèle de ça une troisième formation assez conséquente sur les neurosciences où je suis certifié coach neurosciences. Et ça, c'est plutôt pour tout ce qui est compréhension du cerveau, un petit peu toutes les connexions en termes de neurones, qu'est-ce qui se passe vraiment en termes d'émotions, en termes de voilà, idées construites, enfin, comment notre cerveau pilote finalement notre vie. C'est une belle mission en tout cas de pouvoir aider du coup les personnes qui veulent par exemple se réorienter ou voilà. Ouais, ouais, effectivement, en tout cas, moi, ça me plaît, ça me donne beaucoup de sens aussi dans ce que je fais, là Ouais. où j'avais peut-être aussi un moment perdu du sens. Donc, on est dans ce chemin-là, donner du sens à ce qu'on fait. Et effectivement, je pense que valoriser chaque personne, c'est ce qu'il y a aussi de plus beau, en tout cas pour moi, quoi. Et du coup, pour toutes les personnes qui ne travaillent pas encore dans l'horlogerie, mais qui se posent la question ou qui ont un projet un tout petit peu plus concret, bah, en tout cas, vous êtes au bon endroit puisque du coup, ce webinaire va vous donner toutes les clés, voilà, pour réussir cette reconversion. Exactement. En tout cas, j'espère. Ah, Du coup, on revient au, au petit quiz. au petit quiz, tout à fait. Allez, du coup, j'ai reçu les réponses. Donc, il y a une majorité de C et un petit peu de B et de A. Donc, OK. bah, ça rejoint du coup ma phrase d'avant. On est principalement sur des personnes qui souhaitent, qui ont pour projet en tout cas Ouais. de travailler dans l'horlogerie. Bah, c'est très bien parce que c'est un secteur, en tout cas, où c'est très agréable aussi de travailler dans ce secteur-là pour plein de raisons. On va aller voir justement ces raisons. Un petit, un petit mot sur les chiffres. Ouais. Ces chiffres, alors, c'est pour vraiment positionner le marché horloger aujourd'hui. On entend beaucoup de choses. Est-ce que c'est la crise, pas la crise? Est-ce que le marché est porteur, oui ou non? Moi, je vous ai fait une extraction vraiment des chiffres officiels. Alors, c'est très compliqué d'avoir des chiffres des manufactures parce que les manufactures ne communiquent pas sur leurs chiffres, notamment sur les volumes et sur leur chiffre d'affaires. Mais quoi qu'il en soit, on peut toujours trouver des extractions, notamment à travers l'Office fédéral des douanes qui transmettent de façon régulière, donc tous les trimestres, des données. Et ces données, je vous les ai mis en forme. Donc sur le graphe de gauche, on voit que la valeur d'exportation de la Suisse vers le reste du monde par année, en 2023, c'était la meilleure année avec 22 milliards d'exportations de montres, bracelets mécaniques, je précise bien mécaniques. Donc voilà, on était sur une année excellente. 2024, on était un peu moins bien. Donc l'année dernière, on était un petit peu moins bien. On était à 21 milliards, ce qui est pas mal quand même. On était bien mieux que les autres années. 2019, par rapport aux quantités de montres, quand on voit les quantités de montres, 2019 était la grosse année de l'horlogerie en termes de volume, mais on voit que si on met en parallèle la valeur, on est quand même nettement en dessous. Donc ça veut dire qu'on a fait en 2019 beaucoup de montres, mais finalement à peu de valeur, enfin, en tout cas valeur réduite. 2024, c'était un peu le paradoxe, on a fait beaucoup de ventes, en tout cas en termes de valeur marchande, mais pas en termes de nombre, puisqu'on est sur 2024 que à 5 millions de montres exportées, donc ce qui reste faible par rapport à 2019. Donc c'est un petit peu le paradoxe finalement de ce marché-là et de cette année 2024. Et 2025, est-ce qu'on a déjà Pardon. un peu des premières Alors tendances justement, j'en viendrai après. OK. 2025, j'ai pris le premier trimestre et je fais un focus vraiment sur le premier trimestre 2025 qui va nous donner une tendance et Ouais. c'est aussi la tendance de l'année 2025 qui va certainement en découdre. OK.
Alors, ce paradoxe, finalement, il s'explique par une baisse des volumes et de la consommation des montres en acier. À l'époque, quand moi j'ai commencé dans l'horlogerie, on fabriquait beaucoup de montres en acier et peu en matières précieuses. Là, la tendance s'inverse. On fabrique énormément de matières précieuses, plus de valeur ajoutée et finalement moins en volume. C'est pour ça qu'on a des valeurs d'exportation très fortes, mais en volume très faible. Très faible, plus faible, pardon. Donc voilà, c'est que ça s'explique aussi par rapport à la conjoncture en 2024 avec la crise géopolitique ou les crises géopolitiques qu'on a à travers le monde. La valeur refuge reste quand même, on va dire, le luxe et la matière précieuse, en tout cas l'or en particulier. Donc c'est pour ça que les marques ont développé et ont décliné beaucoup de leurs modèles en différents coloris, donc en or jaune, en or rose ou en or gris. Alors, il y a le platine aussi qui fait partie de ces matières précieuses à forte valeur ajoutée. Et on voit maintenant ce paradoxe avec vraiment beaucoup plus de matières précieuses que d'acier. La différence entre les deux, c'est quoi? On voit que le modèle affiché à l'écran est identique, puisqu'on est sur le même produit, la même marque. Par contre, c'est vraiment la matière qui est différente et ça ne se travaille pas du tout pareil. Les gammes de fabrication sont différentes, les process sont différents. On ne manipule pas la matière précieuse, donc de l'or, comme on manipule de l'acier, parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus fragile et le risque de rayures est beaucoup plus élevé aussi. Ok. Concernant les chiffres, donc si on reprend ces chiffres d'exportation et si on regarde un petit peu les parts de marché par rapport au pays, aujourd'hui, ces montres de luxe, elles partent où? Et là, c'est intéressant de voir qu'elles partent en grosse majorité aux États-Unis, parce que les États-Unis sont depuis longtemps et restent, quoi qu'il en soit, sur 2024, le premier pays à acheter nos montres suisses. Et ce pays se porte plutôt très bien, puisqu'on voit qu'il y a eu, par rapport à 2023, oui, et puis 2022, des évolutions de volume. Donc, on est à plus 5% par rapport à 2023 et plus 12% par rapport à 2022. Donc, ce qui est très encourageant, c'est que les États-Unis restent un marché très dynamique, en tout cas un pays très fort sur ce marché de la consommation. Par contre, ce qui est un peu plus inquiétant, c'est la Chine, qui est, elle, deuxième. Ça fait longtemps qu'elle est deuxième, mais là, elle chute et elle dégringole. On voit moins 25% par rapport à 2023, moins 20% par rapport à 2022. Et finalement, c'est que 2 milliards de francs suisses dépensés par les Chinois sur nos montres. Et ça, c'est un peu inquiétant et ça s'explique par rapport à une conjoncture très compliquée en Chine où le pouvoir d'achat est en baisse. Il y a beaucoup de chômage, de plus en plus de chômage en Chine et aussi la partie taxation. L'État chinois taxe énormément maintenant les fortunes et ce qui fait que le pouvoir d'achat diminue et donc la consommation des produits suisses aussi. Je vous ai mis le reste du classement, donc le 3e et 4e. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est peut-être l'avenir. C'est en 21e position, pardon, on a l'Inde. L'Inde qui part de très très loin, mais qui finalement est en pleine évolution et en pleine croissance, avec plus 46% et plus 25%, ouais, ce qui est énorme chaque année. Donc ils sont vraiment dans une grosse croissance qui laisse à attendre que dans les années à venir, finalement, le pays qui va acheter le plus et qui va redynamiser finalement tout le marché horloger, ça peut être l'Inde. Et d'ailleurs, j'en profite, on a une question d'Emmanuel. Les annonces de Donald Trump, même si pas mises en place encore, auront-elles encore un impact sur le marché? Oui, tout à fait. Et très bonne question, ce qui me permet de faire le lien avec le premier trimestre 2025 avec les États-Unis, parce que Donald Trump a pris son pouvoir fin janvier. C'est là où il a pris sa position. Finalement, le marché sur ces 3 premiers mois, donc c'est-à-dire janvier, février, mars inclus, on est plutôt sur des bons chiffres d'exportation parce qu'on a exporté pour les États-Unis pratiquement 1 million, un peu plus d'1 million de francs suisses et on a surtout plus 7% et plus 9% par rapport à 2024 et 2023. Donc ça, c'est plutôt une bonne tendance. Et pour répondre à la question des taxes, et ça, c'est l'inquiétude encore actuelle, c'est qu'effectivement, là, on a une taxe de plus 10% qui est appliquée. Il y a beaucoup de négociations qui sont en cours. Il y avait ces fameux 31% où Donald Trump a vu avec son grand panneau où il a montré du doigt un peu toutes les hausses de taxes à l'ensemble du monde. Et la Suisse était finalement premier impacté puisque 31%, c'était quand même une grosse taxation supplémentaire. Il a revu sa copie où il a repoussé déjà de 90 jours la mise en application de cette taxe-là,
Ce qui fait que ça laisse aussi pas mal d'opportunités de négociation entre-temps. Donc, c'est ce que le Conseil fédéral est en train de faire pour négocier au maximum. On essaye aussi, à travers des différents leviers, les marques essayent aussi de trouver des parades. Parce qu'encore 10%, c'est peut-être acceptable pour certaines marques d'absorber finalement ce plus, mais 31%, effectivement, ça serait conséquent. Ça voudrait dire une chute du marché. Beaucoup, ouais. Et là, il serait obligé d'impacter le prix directement au consommateur, et l'Américain ne va pas forcément rajouter de sa poche sur la consommation. Donc, il va arrêter naturellement de consommer les montres. Donc, pour l'instant, on est dans une situation d'incertitude, c'est clair. Le doute, il est là. D'ailleurs, on le voit avec le chiffre global de ce trimestre qui est en recul de 1% par rapport au trimestre 2024 et trimestre 2023. Donc, on est toujours dans cette attente de qu'est-ce qu'il va faire Donald Trump et comment les choses vont se mettre en place. Après, si on prend aussi un peu de recul, on sait qu'il a toujours 2 temps. C'est qu'il aime bien marquer un grand coup. Oui. On l'a vu avec le président Zelensky, où il l'a pris autour du bureau ovale, où il a fait un coup médiatique très fort. Et finalement, on a vu une autre image il n'y a pas si longtemps au Vatican, où ils étaient finalement l'un en train de discuter tranquillement avec l'autre, en une position plutôt adulte-adulte, et se dire, voilà, comment est-ce qu'on peut sortir du conflit. Et je pense que Donald Trump arrivera à trouver une sortie à ce conflit, ce qui va aussi détendre un petit peu toutes les tensions géopolitiques, en tout cas associées, et ce qui peut aussi libérer un peu les contraintes. Donc moi, ce que je dis, c'est souvent, ça sera deuxième partie d'année. Le deuxième semestre sera, à mon avis, pour l'horlogerie, un tournant. Soit effectivement, ça repart en croissance, ou soit effectivement, on va conforter une baisse plutôt significative pour la suite. Mais restons positifs. Je pense ça va dans le bon sens en tout cas. Super intéressant en tout cas d'avoir tous ces retours sur le marché. Oui, merci. Mais c'est un marché qui reste encore fébrile, comme on peut le voir. On voit que le volume aussi a pris un gros coup en ce premier trimestre. On a eu moins 10% de volume en moins, ce qui est quand même pas négligeable, et ce qui a généré déjà à l'heure actuelle du licenciement chez les sous-traitants horlogers, et aussi des baisses d'activité avec du chômage partiel dans certaines manufactures. Ok. Alors ici, je vous ai mis un petit peu un mélange de toutes les marques horlogères les plus connues dans le monde. Alors, j'ai pas pu mettre toutes les marques suisses sur la slide, j'avais pas suffisamment de place. Il y en a déjà beaucoup, hein. Il y en a déjà beaucoup, mais il y en a encore bien plus. Okay. Donc voilà, veuillez m'excuser pour ceux qui ne trouvent pas leur marque coup de cœur. Mais voilà, j'ai fait au mieux. Je pense que j'ai représenté quand même la plupart des grandes manufactures. Ça fait pas mal de monde, effectivement. Il y a du monde sur le marché. Il y a du monde sur le marché. Pour se différencier sur le marché, il y a des indépendants et des groupes. Alors, on va aussi parler des groupes. Les groupes, en Suisse, il y en a 3. On a Swatch Group, qui est le grand groupe le plus connu en Suisse, avec notamment Omega, qui est la marque, ou en tout cas la manufacture qui est la plus connue, qui a sponsorisé pas mal d'événements, qui a sponsorisé aussi le départ sur la Lune à l'époque. Et on a un autre grand groupe, qui est le groupe Richemont, avec une marque emblématique qui est Cartier, qui va très bien aussi, Cartier très dynamique, qui se porte super bien. On a aussi LVMH, avec la famille Arnault, qui dynamise énormément et qui veulent vraiment intégrer l'horlogerie et prendre des parts du marché. On l'a vu récemment avec l'acquisition de la Formule 1, où la Formule 1 était attitrée à Rolex comme sponsor horloger, et revirement de situation, enfin revirement, c'était un fat buy, et du côté de la grande manufacture, ils ont cédé la place à une nouvelle entreprise, et donc TAG Heuer qui prend la suite, la relève, et ça va dynamiser énormément en termes de visibilité, en termes aussi de placement pour LVMH qui compte bien là-dessus pour relever la tête et puis repartir. J'en profite, on a une question de Yazid. Quel est le positionnement au niveau mondial des montres suisses? Alors, le niveau mondial des montres suisses, alors là, je suis peut-être pas forcément bien placé, parce que vu que je suis suisse et j'ai travaillé énormément d'années dans le marché suisse, pour moi, il y a pas de photo, il y a qu'une une montre, si elle n'est pas suisse, ce n'est pas une montre, hein. C'est un peu comme si vous allez goûter des pâtes dans un autre pays que l'Italie. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Non, une montre, pour être très honnête, alors effectivement, les Allemands font aussi de très bonnes montres, les Français aussi, mais la qualité, elle reste, le savoir-faire, la qualité, la précision, elle reste suisse, parce qu'on a encore la connaissance métier qui est très ancrée et qui se transmet de génération en génération, et on est très dynamique là-dessus. Ok.
On va parler aussi des indépendants. On a vu les groupes, on va parler plus des indépendants. Alors, ils sont peu nombreux. Alors, j'ai pas mis tous les indépendants parce qu'il reste encore il y a aussi pas mal de petits indépendants, mais j'ai mis les gros indépendants que vous connaissez peut-être, avec la grande manufacture Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, et des plus petits comme Richard Mille aussi, qui est une petite entreprise. Je ne sais pas si tu connais. Oui, je connais. Ok, très bien. Voilà, il y a aussi Chopard, qui est aussi indépendant et qui est aussi une entreprise que moi j'affectionne tout particulièrement. Alors, marché suisse. La Suisse est petite, mais l'horlogerie en Suisse, elle n'est pas très grande non plus parce qu'elle se situe un petit peu. Alors, je ne vais pas parler de la Suisse allemande parce que ça reste anecdotique, même s'il y a des entreprises comme IVC sur Schaffhouse, sur le marché suisse-allemand. Moi, je vais partir surtout sur la partie romande, c'est là où se concentre énormément l'activité. Et je vous ai mis un petit peu les grands axes où se trouvent les grandes manufactures. Voilà, Genève avec l'ensemble des grandes manufactures comme Rolex, Patek, Vacheron Constantin, Franck Muller. J'ai mis même Hublot qui sont à Nyon, mais voilà, j'ai mis dans le Grand Genève Hublot. La Vallée de Joueux, effectivement, avec Audemars Piguet, Gégère-Lecoutre. La Chaux-de-Fonds, avec aussi pas mal de marques, je pense notamment Cartier, TAG Heuer, Tissot. Bienne aussi qui se développe énormément avec le groupe Swatch Group, hein, qui est très bien implanté, Omega. Rolex en fait partie puisqu'ils font l'intégralité de leur mouvement à Bienne. Et Fribourg, alors j'ai mis Fribourg, mais c'est Villars-sur-Glâne pour Cartier et Bulle pour Rolex, mais qui n'est pas encore en activité, qui sont en train de construire ce fameux projet que tout le monde a entendu parler, d'une entreprise taille XXL pour Rolex Bulle. Intéressant de voir en tout cas qu'il y a beaucoup plus d'entreprises en Suisse romande. J'avoue, je pensais que c'était beaucoup mieux réparti, en tout cas dans toute la Suisse. Donc, Non, non, effectivement. Ça se concentre ici, surtout dans ces régions-là, il y a tout l'arc jurassien où il y a énormément de savoir-faire, la maîtrise technique, parce qu'on est encore sur des process à forte valeur ajoutée humaine, et ça, à expatrier, même dans un autre canton, c'est compliqué parce qu'il faut de la main-d'œuvre qualifiée à portée de main, et ça peut être compliqué de trouver ça rapidement, en tout cas. ouais, ok. Petit point sur les manufactures en termes de nombre d'employés. Donc ça, c'est un indicateur que j'ai voulu me mettre en place pour voir la tendance. Finalement, là où se trouve le plus d'employés, potentiellement, c'est là où ils recrutent aussi le plus. On a le géant qui est Rolex, hein, qui est à plus de 12 000 collaborateurs. Je ne sais pas exactement combien ils sont, mais c'est énorme, effectivement. Ensuite, on Swatch Group. Donc là, c'est tout le groupe Swatch Group confondu, qui est un petit peu en dessous. Richemont, un cran en dessous. Et ensuite, on a des plus petites tailles un peu plus modérées avec un Patek Philippe qui est plus autour un peu plus de 3000 collaborateurs. Donc, on commence à retomber dans des tailles humaines, on va dire, des entreprises un peu plus à taille humaine, avec aussi Audemars Piguet qui est très familial comme structure, comme entreprise. Et on peut voir encore d'autres marques avec des tailles différentes. J'ai mis aussi le chiffre d'affaires pour voir un petit peu quelles sont les marques qui se portent mieux. Alors, j'ai pas mis de chiffres volontairement parce que les chiffres sont secrets, mais quoi qu'il en soit, on arrive à voir un petit peu les tendances. Donc, on voit que le grand, c'est Rolex qui détient énormément de parts de marché. Cartier, c'est à peu près un tiers du chiffre d'affaires de Rolex, donc ce qui est déjà très bien, qui se développe aussi. Omega, c'est pareil. Patek Philippe, mine de rien, par rapport au volume d'employés, font un très bon chiffre d'affaires parce qu'on est vraiment sur un secteur aussi très premium et les prix d'entrée sont beaucoup plus élevés. Audemars Piguet également. Et Richard Mille, finalement, est pour une très petite entreprise aussi parmi les gros. Est-ce que tu sais, Mylène, par exemple, le prix d'une Richard Mille entrée de gamme? J'en ai aucune idée. Voilà, si tu devais dire un prix. 5 000? 5 000, non. Okay. L'entrée de gamme, on est à 130 000. Ah, ok, d'accord. Voilà, c'est le premier prix, et puis après, on peut monter jusqu'à 3 millions, même plus. Après, il n'y a plus de limite, je dirais. Voilà, on est très loin des 5 000. Non, 5 000, on va être plutôt vers du Rolex Cartier. Entrée de gamme Rolex, voilà, on est à 6 000, 7 000. Cartier, voilà, 5 000, on est dans ce créneau-là. Omega aussi. Dans le monde de l'horlogerie, il y a deux grands univers qui se mélangent, mais qui sont bien séparés quand même. On a l'univers du mouvement, donc c'est tout ce qui va être mécanisme du mouvement, et
l'univers de l'habillage. L'habillage, c'est quoi? C'est tout ce que vous allez voir, donc c'est la boîte, le bracelet. Donc dans la boîte, vous avez le fond, lunettes, couronne, ainsi de suite, tous les différents composants de l'habillage de la montre avec le cadran compris. Et le mouvement, donc on a vraiment cette dissociation et ces deux mondes vraiment différents. Les métiers un petit peu du secteur, et là j'ai référencé un petit peu les métiers sur lesquels il y a le plus de recrutement à l'heure actuelle. Donc c'est les métiers dans l'horlogerie qui sont le plus dynamiques. C'est tout ce qui va être, bon, je vais le prendre dans l'ordre, enfin, ça ne va pas être forcément ceux qui sont le plus en priorité, mais je les ai classés de façon séparée après. On a tout ce qui est gestion, donc gestion, supply chain, gestion d'ordonnancement, des ateliers, lancement des ordres de fabrication. Donc ça, c'est aussi très prisé et c'est vraiment sur quoi on a énormément de besoins. L'usinage, il faut vous imaginer un petit peu le nombre de pièces, hein. Il y a entre 200 et plus de 1000 pièces par montre, donc ce qui fait énormément de composants. Et tout ça, il va falloir l'usiner, le travailler avec la terminaison, l'assemblage, la qualité, méthode indus, administratif. Donc administratif, ça peut être aussi la partie finance, la partie achat, par exemple. Aussi un métier qui est aussi très dynamique, c'est l'étampage. Je ne sais pas si tu connais l'étampage. Ça ne me parle pas du tout. Ça, c'est vraiment lié à cette hausse d'activité de matières précieuses. Aujourd'hui, on a la matière précieuse qui est en hausse. Et pour justement ne pas avoir trop de déchets ou trop de copeaux à gérer lors des opérations d'usinage, on fait des opérations d'étampage où on vient finalement déformer la matière à froid. On vient la frapper ou la déformer pour finalement être au plus proche du produit fini. Et après, on a des opérations de reprise sur de l'usinage où on vient retoucher localement des zones pour avoir le moins d'enlèvement de matière possible dans le but justement de ne pas gaspiller de l'or pour rien. Parce que cet or, il va falloir le retraiter, le recycler et ça a un coût. Et c'est aussi pas très écologique dans une société où on essaye de minimiser un petit peu nos empreintes carbone. La maintenance, forcément, dans les métiers aussi les plus recherchés, chaque site de production a énormément faut imaginer, énormément de machines à disposition qui fabriquent tous ces composants, qui les assemblent, enfin, voilà, et toutes ces machines, bah, malheureusement, elles tombent en panne de temps en temps, ça arrive, et il va falloir que des équipes maintenance interviennent pour les réparer, changer les pièces, faire des entretiens de maintenance, vérifier que les filtres soient OK, voilà, enfin, les entretiens de maintenance classiques. Et le dernier métier aussi, le plus recherché et le plus connu, c'est finalement les horlogers, parce que sans eux, une montre ne prend pas vie. Pour qu'une montre prenne vie et donne l'heure et soit précise, de façon très répétable et précise, il nous faut le réglage de l'horloger. C'est lui qui donne cette flamme et ce coup de vie à la montre. Petite info, justement, l'horloger, lui, il a pas mal de contraintes puisque la précision d'une montre sur 24 heures labellisée COSC, c'est plus 6, moins 4. Plus 6 secondes, moins 4 secondes par 24 heures. Donc ça demande quand même une certaine précision. Je reviens un peu plus particulièrement sur les métiers. Donc là, on est sur de l'usinage. L'usinage, c'est quoi? C'est tout ce qui va être enlèvement de matière. Donc on a, que ça soit pour les composants mouvement, composants boîte, on a énormément de composants qu'il va falloir usiner à travers des machines 3 axes, 5 axes, peu importe, des machines vraiment très précises. Donc on est sur de la micromécanique, mécanique de précision. On peut très bien imaginer percer un trou de 0,65 par exemple. Donc on est inférieur au millimètre, donc on est sur presque la taille d'un cheveu. C'est pas moi avec ma perceuse et mes petits tableaux, quoi. Non. Non, mais l'idée est un peu similaire, sauf de façon très plus petite. Et pour faire marcher et faire fonctionner ce parc de machines, il nous faut des programmeurs parce que ces parcours d'usinage sont programmés, pilotés par des programmeurs. Donc ça, c'est plutôt la partie CAO, FAO. Ensuite, on a des régleurs. C'est eux qui vont être garants de la mise en conformité du produit sur la machine et de la partie aussi répétabilité process. Et on a les opérateurs qui, eux, sont garants de la qualité directement en pied machine pour être sûr que le produit soit conforme et faire des modifications si effectivement il y a des dérives outils. Par exemple, un outil qui casse, je change un outil. Avant de restarter, je fais une pièce, je vérifie qu'elle est conforme. Si elle est conforme, je starte la production. Donc voilà, chacun a son rôle dans ce grand pôle de l'usinage. Alors là, j'ai mis du fraisage, mais on peut avoir du tournage. On a énormément d'autres process d'usinage associés.
La complexité de ce métier-là, c'est que les interfaces, c'est un peu comme les iPhones, quand on est sur Samsung ou sur Apple, on n'a pas la même interface et on peut vite être perdu. Eh ben, les fabricants de machines, eux, ils ont tous aussi leur interface un peu différente, ce qui complique un peu la donne. Le régleur, aujourd'hui, même l'opérateur, il a une grosse problématique, c'est qu'il doit connaître et maîtriser plusieurs interfaces. Ok. Donc, que ce soit du Siemens, du Bosch Rexroth, du Fanuc, tout ça, c'est des interfaces très techniques. Alors, de plus en plus intuitives, mais quand même très complexes à gérer, avec du code ISO associé derrière. Voilà, ça reste un métier et ça reste aussi des compétences à avoir et à développer. Ok. Donc là aussi, les personnes qui sont en recherche d'emploi pour ces métiers-là, plus ils ont de la polyvalence, plus aussi ils ont de la réussite de succès pour trouver une place dans l'horlogerie. D'ailleurs, j'en profite, on a une question dans le chat. Est-ce qu'il y a des métiers qui ne nécessitent pas nécessairement des études en horlogerie? Oui, bah, typiquement, l'usinage en fait partie, parce Ok. qu'on peut très bien avoir un profil automobile, des personnes qui usinent des pièces plus grosses. Alors effectivement, on n'est pas sur la même échelle, Ouais, pas tout mais à fait. pas tout à fait. Mais la technique reste quand même pareille, c'est-à-dire c'est de l'enlèvement de matière. Alors oui, les conditions de coupe vont changer, les avances ont changé, mais c'est à taille réduite. Encore une fois, on a la même philosophie, le langage, le code ISO, c'est le même, sauf que c'est la machine qui est légèrement plus petite et bien souvent, ce sont même les mêmes machines qui font certaines pièces pour l'horlogerie et l'automobile. Du coup, après, ce seront directement les entreprises qui vont former ces collaborateurs-là? Alors, si la personne, par rapport à un profil comme ça, si la Oui. personne, effectivement, elle a un profil déjà, elle maîtrise l'usinage, on va dire de base, elle a un profil déjà une expertise dans ce domaine-là. Après, ça sera une formation interne où elle Ok. sera accompagnée et justement, elle sera coachée Oui. par un référent qui va lui expliquer un peu le processus et le protocole interne. Oui, Ok. effectivement. D'accord. Une fois qu'on a usiné toutes ces pièces, bah, il va falloir aussi les assembler. Et ça, c'est aussi une grosse demande du marché, c'est assembler, donc que ce soit la partie mouvement, la partie bracelet et la partie boîte. Donc ça veut dire vraiment, je regroupe le tout. Donc le mouvement, on assemble toutes les petites pièces. On a le bracelet, ça peut être aussi énormément de pièces parce qu'on a des bracelets très techniques hein, avec énormément de composants qui sont compliqués à assembler. Et après, l'idée, c'est d'emboîter tout ça dans une boîte et c'est là où finalement la montre, elle est finie. Et pour ça, on a besoin d'opérateurs. On a aussi besoin de régleurs en fonction des différentes étapes de la gamme et des horlogers qui viennent superviser, contrôler, vérifier que tout est OK et opérationnel. On a aussi une grosse demande concernant la terminaison. Donc la terminaison, c'est très vaste parce que l'horlogerie joue beaucoup sur le reflet, sur la qualité de contraste. Comme on peut voir ici le modèle en question, on est sur un modèle où on voit du brillant et du mat. Et bien là, typiquement, on fait un contraste entre du poli et du satiné. Ok. Et ça, c'est des opérations qui sont faites soit par des polisseurs, donc en manuel. En règle générale, elles sont faites en manuel. Je pense aussi aux décorateurs mouvements, tous ceux qui font de la décoration. C'est des métiers à forte valeur ajoutée qui viennent donner vraiment une plus-value au produit. Maintenant, j'ai mis aussi en contrepartie, en balance, la partie automatique. Il y a de plus en plus d'opérations qui se font en automatique, donc de préparation, pour éviter de perdre trop de temps à l'opérateur de préparer sa surface avant de la terminer. On les termine en automatique pour après le reprendre et faire juste le moins d'opérations possible avec de l'avivage. Voilà, un petit peu dans les grandes lignes. C'est un peu plus complexe que ça, mais ça reste voilà, des métiers où il y a une forte demande. Et si vous avez une grosse expertise en termes de terminaison, notamment pour des polisseurs expérimentés, vous avez aussi une grosse valeur ajoutée sur le marché de l'horlogerie. Le domaine de la qualité. Alors ça, c'est un domaine que moi j'ai vu exploser depuis mon arrivée sur le marché de l'horlogerie. Je ne dis pas qu'à l'époque on ne contrôlait pas, mais on contrôlait mal. C'est-à-dire qu'on Ok. contrôlait souvent la fin, et souvent c'était trop tard. Donc on Mmh. était obligé de reprendre toutes les étapes. Et avec des produits à forte valeur ajoutée, c'était compliqué. Aujourd'hui aussi, le client est devenu beaucoup plus exigeant. La personne qui achète sa montre veut un produit d'exception et de qualité. Ouais. Donc, on est obligé de mettre des contrôleurs qualité à toutes les étapes de process, donc du début jusqu'à la fin, et Ok. à différents niveaux. C'est pour ça qu'il faut énormément de contrôleurs, d'opérateurs contrôleurs, de coordinateurs animateurs, de techniciens, de chefs de projet. Parce que derrière la qualité au sens large, il y a aussi gérer les problèmes en cas de dérive process. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met un protocole en place? Qui pilote quoi?
Et derrière la qualité, il y a la qualité dimensionnelle. Donc ça, beaucoup de personnes maîtrisent. Hein. Donc c'est que je prends une dimension avec un instrument de mesure. Je sais si c'est conforme ou non conforme. Après, il y a un autre aspect de la qualité qui est un peu plus subtil, c'est la partie esthétique. Ok. La partie esthétique parce que le composant, il ne doit pas être rayé. Donc la montre ne doit pas être rayée. Mais vu qu'elle est manipulée, même dans les conditionnements, ainsi de suite, il y a toujours des petites rayes, hein, mine de rien, des petites micro-rayures, micro-rayures. exactement, micro-rayures. Et là, la problématique, c'est est-ce qu'on laisse passer, laisse pas passer, jusqu'où on met l'acceptation. Et tout ça, c'est cette sensibilité du contrôleur et qui est calibré, qui est un professionnel vraiment et qui, lui, certifie la qualité finale du produit. Ok. Donc ça, c'est aussi un métier très passionnant dans lequel il y a énormément de demandes et il y a un fort potentiel aussi d'évolution. Alors, dans le contrôle, il y a aussi des machines 3D, il y a des machines de vision. Voilà, ça c'est aussi bien professionnalisé et expertisé. Alors j'en profite. Actuellement, nous avons plus de 200 offres d'emploi en ligne sur jobup.ch dans le secteur de l'horlogerie dans toute la Suisse. Donc c'est les chiffres que j'ai regardés hier. Et pour vous faciliter la vie, vous pouvez créer une job alerte en fait en quelques clics et recevoir directement par email toutes les offres d'emploi qui correspondent à vos critères. Donc vous mettez horlogerie, vous créez votre job alerte et vous recevez tout directement par email. Donc c'est hyper pratique. Ouais, c'est top, ça il faut faire. Parfait. Bah, dans ce cadre du webinaire, je vous fais une offre vraiment promotionnelle exclusive pour JobUp, en partenariat avec JobUp, qui, encore une fois, je remercie pour cette visibilité et cette opportunité qui s'offre à moi. J'ai un produit phare que je commercialise depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant, c'est le marketing de soi pour décrocher un emploi. Dans ce produit, c'est un produit de 12 modules où vous allez voir, on va travailler sur les talents, sur le CV, l'aide de motivation, comment valoriser son expérience professionnelle et le retranscrire dans l'horlogerie. Je prends typiquement une personne qui travaille dans l'automobile, comment elle pourrait valoriser ses compétences dans le domaine de l'horlogerie. Et pour les personnes qui travaillent déjà et qui sont en poste, comment changer de poste vers un poste peut-être plus adapté ou qui donne plus de sens. Et souvent, c'est vrai que les personnes ont du mal à valoriser leur parcours et à identifier leurs points forts. Et c'est d'où l'accompagnement qui est proposé, c'est vraiment personnaliser et utiliser les mots techniques. Voilà, je vois souvent des personnes qui banalisent finalement leur savoir-faire. Typiquement, une personne qui fait de l'autocontrôle, qui a un niveau de contrôle très élevé, avec une très grandes compétences, mais qu'on ne le voit pas sur le CV, parce que pour lui, c'est tout à fait normal. Ouais. Non, ça, il faut valoriser, ça, c'est très important, parce que dans l'horlogerie, on est friand de ce type de compétences. Donc voilà, l'accompagnement vraiment en 12 modules. Donc il y a du e-learning, donc c'est vraiment des capsules vidéo. Vous êtes indépendant, vous avancez à votre rythme et à votre aussi en fonction de vos disponibilités. Et ce qui est aussi avec le pack, c'est un accompagnement de 2 heures en individuel où là on va aller un peu plus en profondeur dans le détail sur justement travailler sur soi, peut-être débloquer aussi certaines peurs. Ce que j'ai pas dit aussi sur le marketing de soi, c'est qu'on travaille aussi les préparations d'entretien, donc comment se présenter, comment préparer un entretien d'embauche, comment aussi séduire ou être séduisant à un profil demandé. Et ça, c'est tout l'importance aussi de ce parcours et de cette étape-là. Merci à toi en tout cas pour cette offre. Il y a une grosse promo. Donc, Oui, voilà, ouais, effectivement, merci j'ai pour fait ça. un gros geste. Cette offre elle est valable que jusqu'à dimanche, hein, parce qu'effectivement, il y a ceux qui sont peut-être pas en direct, mais qui sont en replay, qui vont pouvoir voir cette offre, mais elle sera effective jusqu'à dimanche soir. D'accord, ok. En cadeau, je vous ai mis aussi le test disque, et ça, on va voir de suite après ce que c'est. Donc, un test disque, un test de personnalité avec toutes les explications associées en fonction des thématiques. Ouais. Ne partez pas, le webinaire n'est pas fini, on a encore plein de choses à vous dire. Effectivement. On est bien avancé en tout cas. En tout cas, il y a une grosse partie qui est on a vu le savoir-faire, maintenant on va voir le savoir-être, une étape très importante aussi dans les entreprises horlogères. On met un accent sur le savoir-être, mais le savoir-faire, c'est aussi la clé, et c'est la clé pour trouver un job. Et ça tombe bien parce qu'on a eu pas mal de questions à ce sujet dans le chat, donc Très bien, c'est parfait. super, parfait. Le savoir-être, aujourd'hui, on met autant d'importance, je dirais, sur le savoir-être que sur le savoir-faire. Okay. Et ce qui va faire la différence entre un candidat A et B, ça va être vraiment le savoir-être. Comment ce candidat il va s'intégrer aussi dans une équipe, parce que l'horlogerie, ce n'est pas individuel. On est dans un collectif, on travaille pour une marque. Derrière, il y a des produits, et c'est en collaboration qu'on travaille tous ensemble.
C'est un peu comme un engrenage finalement d'un mouvement. Il ne faut pas qu'il y ait un grain de sable parce que sinon, voilà, la montre, elle ne marche plus. Et ben, c'est pareil dans un atelier de production où on est sur du micron, on est sur de la perfection, on est vraiment sur, on cherchait les micro-rails. Voilà, il faut que tout soit coordonné. Il faut aussi que les êtres humains ensemble collaborent très bien et fonctionnent aussi en synergie de façon très soudée. Et pour ça, moi, j'ai catégorisé ça en 3 savoir-être importants. Donc, le premier, c'est l'élégance relationnelle. Donc, c'est plutôt mon contact avec les autres. C'est comment je suis avec les autres. Donc, là aussi, savoir écouter. Déjà, la première règle, c'est l'écoute active. Ça, c'est la clé dans beaucoup de problématiques. Mais c'est très important de savoir écouter la personne, de prendre le temps de l'écouter, de reformuler. La clé de l'écoute active, elle est là. C'est de reformuler la question avec ses propres mots, reprendre les mots, les reformuler avec sa propre phrase, pardon, et créer cette connexion et cette relation plutôt positive dans le relationnel. L'exigence personnelle, c'est plutôt avec soi, donc c'est notamment sa tenue vestimentaire, être bien habillé, être propre sur soi, arriver à l'heure aux différentes séances, respecter les engagements en tout cas attendus, que ça soit en termes de qualité, en termes aussi d'engagement personnel. Donc ça, c'est aussi très important et c'est une valeur essentielle dans l'horlogerie. Et l'intelligence émotionnelle, ça c'est un peu un grand vaste sujet, mais qui est aussi comment gérer ses émotions, parce qu'on a tous des émotions. Et quand on travaille dans la pression, parce que l'horlogerie, il y a aussi beaucoup de pression, mine de rien, du fait qu'on travaille sur de la matière précieuse à forte valeur ajoutée. C'est des produits très techniques qu'on doit maîtriser. On a des fois des petits couacs qui peuvent se passer. Ça peut vite prendre des proportions en termes d'émotions assez hautes. Comment on arrive à gérer ces émotions? Comment on travaille aussi sur soi? Et c'est aussi ça, l'intelligence émotionnelle, c'est se dire, je reste connecté à moi, je gère mes émotions et je travaille de façon, en tout cas, je communique de façon intelligente avec les autres pour être gagnant-gagnant et on avance ensemble, on trouve des solutions ensemble. Ok. Alors, la grande difficulté aussi, c'est de s'intégrer dans une entreprise horlogère. Quand j'accompagne des personnes, il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, c'est pas facile pour moi d'intégrer un collectif déjà en place. Soit je travaille trop vite, du coup, je me mets un petit peu en porte-à-faux par rapport à d'autres personnes, soit effectivement, enfin voilà, il y a toujours un petit peu des éléments qui font que ça ne matche pas forcément toujours très bien. Effectivement, c'est pas évident d'intégrer un groupe. D'ailleurs, que ce soit dans le monde de l'horlogerie ou dans n'importe quelle entreprise, travailler avec d'autres personnes, s'adapter aux personnalités des autres, à sa propre personnalité, enfin, c'est jamais évident et ça demande pas mal d'ajustements, on va C'est dire. ça, effectivement, c'est très subtil et ça reste très subtil parce qu'en plus, derrière, on a un manager aussi et voilà, comment aussi intégrer, se positionner, comment créer aussi une relation de confiance avec son manager, avec ses collègues. Et ça, c'est aussi un petit peu tout le travail que je propose. C'est l'accompagnement ne s'arrête pas juste à la prise de poste, mais aussi après. L'idée, c'est de se dire, OK, quelle est ta couleur déjà? Comment toi tu es? Parce que la clé, c'est déjà soi. C'est avant de pointer les autres, c'est moi déjà comment je suis, comment je me comporte, quelles sont mes forces, mes faiblesses, mes peurs, mes croyances. Et une fois qu'on a compris qui on est, déjà, on peut mieux communiquer avec les autres. Et après, l'idée, c'est de comprendre aussi les autres. Le test DISC que je vous propose, c'est justement, c'est un petit peu, la clé, elle est là. C'est DISC pour dire D comme dominant, I comme influent, S comme stable et C comme conforme. Donc là, vous avez une grosse tendance des personnalités qui sont très marquées, soit sur du rouge, soit sur du jaune, soit sur du vert ou du bleu. Donc là, avant, on a discuté avec une personne qui était très dominante rouge, où il était vraiment déterminé, ambitieux, compétitif, l'image de Roger. Une personne plutôt dans la communication, l'image va être très orientée, influence, créativité. Une personne très créative, elle est plutôt jaune. Ce sont des personnes aussi très dynamiques. Les verts sont plutôt dans la bienveillance, dans l'empathie, dans l'écoute. C'est plutôt des personnes relativement discrètes. Et les bleus, c'est des personnes plutôt structurées, organisées, rigoureux, méthodiques. Voilà, ça donne déjà un petit peu les tendances de chacun. Alors, c'est des traits forts, qu'on soit bien d'accord. Ça, c'est pas des généralités. Mais quoi qu'il en soit, souvent dans les entretiens, derrière un entretien se cache un petit peu ce raisonnement-là. Quel est le profil de la personne que je vais engager? Et quelle est finalement mon équipe actuelle? Est-ce que j'ai beaucoup de rouge, beaucoup de jaune, beaucoup de bleu ou beaucoup de vert? Alors pour un manager, l'idéal, c'est forcément d'avoir beaucoup de bleu et beaucoup de vert, parce qu'il y a moins
on va dire, c'est un peu plus simple à gérer en termes de management, hein. Il y a moins besoin, enfin, il y a pas besoin de nourrir, enfin, on nourrit les personnes d'une autre façon. C'est surtout ça, pour pas froisser un petit peu les différentes couleurs. Mais effectivement, les personnes bleues ou verts ont beaucoup plus un profil adapté à l'horlogerie, quand je dis horlogerie opérationnelle. Ouais. Après, tout ce qui va être, on va dire, tout ce qui va être prise de décision, directif, ouais, avec un fort leadership, en tout cas quelqu'un qui doit trancher assez rapidement, on va être plus sur des profils rouges et jaunes. Puis après, j'imagine qu'il y a tellement de métiers dans l'horlogerie que même, si on prend quelqu'un qui est commercial, par exemple, c'est encore, d'autres, Ah oui, 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 effectivement, ouais. ouais, il y a tellement de métiers Ouais. différents que Effectivement, mais là, je parlais surtout sur la partie opérationnelle, on va dire, oui, une personne qui fait du contrôle esthétique, qui a ouais, besoin quand même d'avoir un recul, oui, qui ne doit pas être trop dans l'émotion, ouais. mais qui doit avoir le recul. C'est vrai que voilà, sur la partie contrôle, on préfère finalement prendre des personnes plutôt tendance bleu et vert pour Ouais, avoir cette partie calme, stable et être moins dans l'énergie. OK. Mais voilà, mais après l'un n'empêche pas l'autre. Moi, je connais aussi des contrôleurs qui sont rouges et que ça passe aussi très bien. Après, c'est la Oui, il y moyenne. a pas de Il n'y a pas de généralité, mais généralité, qu'on soit bien c'est d'accord. voilà, c'est Mais ce qui est important, encore une fois, c'est connaître sa couleur pour savoir aussi comment moi je fonctionne envers les autres, ouais. pour pouvoir aussi m'adapter et améliorer ma communication. Parce que pour un jaune, un jaune ne va pas parler, ne devrait pas parler de la même façon à un Mmh. rouge comme à un bleu ou comme à un vert. Ouais, j'ai déjà géré des conflits justement avec ça et ça fonctionne plutôt bien. C'est très puissant, effectivement. Alors, ces couleurs, dans l'horlogerie, ben, typiquement, on a parlé de la communication, ça c'est très important. En termes de communication, le rouge, il va être très direct, ça vous l'avez compris. Le jaune, plutôt chaleureux, engageant. Le vert, calme. Bleu, plutôt factuel. Mylène, je crois même que tu es plutôt... Moi, là alors j'ai fait le test il y a pas mal d'années, mais j'étais plutôt bleue. J'avais un petit peu de jaune aussi. Ouais, Bon après, je voilà. travaille dans le marketing, donc ça Donc fait voilà, sens. ça fait sens. Mais Et oui. puis c'est vrai que c'était plutôt quelqu'un de structuré, parce que quand je suis venu ici, c'était tout carré, tout nickel, tout était à sa place. Waouh. Bah, merci. Juste à mettre les chaussons, les pieds sous la table, et puis c'est parti, quoi. Donc non, non, bon, voilà, on voit déjà ton trait dominant, donc effectivement, bah, ça te correspond bien. Merci. Concernant voilà aussi les peurs, hein, ces facteurs de peur, de stress, je peux vous donner quelques exemples de peur. Le rouge, lui, il a peur de perdre le contrôle. Oui. Il supporte pas quand il perd le contrôle. Donc ça, c'est aussi de faire très attention. Si vous travaillez avec un profil rouge, ne lui prenez pas le contrôle. Mmh. Il faut mieux le laisser parce que la collaboration sera beaucoup plus facile. Le jaune, lui, il a peur du rejet. Il a peur d'être mis de côté. Donc ne mettez pas un jaune de côté, il va mal le prendre. Très très mal le prendre. Le vert, lui, ce qu'il n'aime pas, c'est le conflit. Donc rentrez pas en conflit avec un vert, essayez de façon plus détournée ou plus subtile, et plus dans l'empathie, parce que le vert, c'est ce qui marche le Il me mieux. semblait que le vert, il y avait aussi la peur du changement, mais peut-être je me Alors oui, trompe? oui, effectivement, c'est la peur du changement, mais le vert aime bien la sécurité. C'est Donc ça. tout ce qui va être lié au changement va créer un inconfort chez le vert Ouais. qui va de suite ça va prendre beaucoup, beaucoup de place pour lui. Ouais. Et le bleu, lui, ce qu'il aime pas, c'est les manques d'organisation. Typiquement, Mylène, si on aurait fait ce podcast un Avec petit du peu retard? avec du retard, ça aurait pas été très bon. Je valide, c'est déjà arrivé, j'étais en méga stress. Voilà. Donc voilà. Se connaître et connaître sa couleur, ça c'est aussi des points clés pour pouvoir se positionner aussi lors de l'entretien et cibler un petit peu notamment l'argumentaire. Est-ce qu'on peut peut-être passer sur la partie questions? Oui? Oui. Ouais, hop. Alors, ouais, un petit mot de nouveau sur l'offre exclusive. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer que l'offre exclusive, encore une fois, elle ne concerne que ce webinaire-là et elle sera active jusqu'à dimanche soir. Il y a tout, il y a le pack disque, il y a l'accompagnement de 2 heures, il y a aussi la façon autonome de gérer son CV et sa lettre de motivation. Si jamais pour ceux qui ne sont pas doués avec l'informatique, je fais aussi la rédaction des lettres de motivation et la rédaction des CV sur mesure. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir un CV, surtout dans l'horlogerie, qui soit nickel en termes d'esthétique. Parce que, encore une fois, hein, c'est l'image que vous allez faire paraître au sein des grandes manufactures et où le luxe est omniprésent, où l'excellence est omniprésent. Et ne négligez pas ce point-là, Ouais, vraiment. le CV, c'est vraiment la vitrine, de la personne. C'est la seule chose qu'on voit, en fait, quand on ne connaît pas la personne, donc c'est vraiment un document qui est hyper important. Effectivement. C'est très important. Après, le deuxième élément important, c'est soi aussi, c'est Oui. d'être bien présenté. Son profil LinkedIn aussi,
Très important de le mettre à jour, d'avoir une belle photo de profil, d'avoir au moins quelque chose de cohérent en lien avec l'horlogerie. C'est toujours plus appréciable, ça fait de suite plus pro parce que les recruteurs, tous les recruteurs sont sur LinkedIn. Et première chose, c'est qu'ils vont scruter un petit peu le profil de la personne sur LinkedIn, comment elle est, son parcours, voir si c'est cohérent par rapport au CV. Donc, n'hésitez pas à mettre tout ça à jour. Et dans l'offre promotionnelle, il y a tout cet accompagnement aussi sur LinkedIn, comment mettre à jour son profil LinkedIn. Parfait, c'est hyper complet. On va passer maintenant aux questions-réponses. Thibaut, qui est avec nous dans la salle, s'est occupé du chat pendant qu'on parlait et il m'a envoyé pas mal de questions que vous avez posées. Donc, je vais en sélectionner quelques-unes jusqu'à ce qu'on doive s'arrêter parce qu'on n'a plus le temps. Alors, première question de Kevin. Quelles sont les écoles les plus reconnues sur le marché pour se réorienter dans l'horlogerie en tant qu'adulte? Alors, il y a eu pas mal de questions d'ailleurs sur ce sujet-là, c'est pour ça que j'ai pris celle de Kevin. Pas mal de personnes qui sont adultes, qui veulent se réorienter dans n'importe quel secteur d'activité. On a pas mal aussi de personnes qui sont dans le médical, qui ont posé aussi cette question-là et qui trouvent justement qu'il y a des similitudes entre le médical et l'horlogerie. Donc, comment on fait en fait finalement? Alors, il y a déjà le facteur âge. Donc, pour les personnes qui sont en tout cas plus de 18 ans, donc là, si on parle de ces personnes-là, effectivement, là, on va être plus sur des formations qui peuvent être externes. Donc, ça veut dire des formations, après, ça dépend où vous vous situez, mais il y a énormément d'écoles ou de centres de formation qui sont spécialisés dans le domaine de l'horlogerie. Sur Genève, il y en a plusieurs. Je sais que sur Neuchâtel, il y en a, La Chaux-de-Fonds, il y a aussi pas mal d'écoles, sur Bienne aussi, effectivement, il y a pas mal d'écoles spécialisées. Si vous voulez, moi, je peux vous communiquer les noms de différentes écoles ou recommandations en fonction des métiers. La question, c'est surtout, qu'est-ce que vous voulez chercher comme métier? C'est surtout là, parce que on a des écoles spécialisées dans le polissage, d'autres dans l'assemblage mouvement, d'autres dans l'usinage. Voilà, ça dépend un petit peu le métier. Si je fais l'analogie avec peut-être la partie médicale, alors peut-être c'est la manipulation, je ne sais pas si la personne cherchait des liens. Dans la partie, en tout cas horlogerie, on utilise des bruxelles, donc des petites bruxelles pour manipuler les pièces. Effectivement, il y a pas mal de similitudes qui peuvent se faire. Donc si vous avez déjà une bonne dextérité, vous pouvez effectivement faire une formation complémentaire pour tout ce qui va être montage mouvement, par exemple, assemblage mouvement. Donc ça, c'est très bien et ça vous permet d'avoir voilà, effectivement une accréditation, une certification pour prétendre à des postes un peu techniques liés à l'horlogerie. Peut-être que du coup, ces personnes-là peuvent t'écrire directement sur LinkedIn pour avoir des noms d'écoles. Effectivement, avec grand plaisir. Super, merci. Alors, j'ai une autre question de Valentin. Toutes les places qui m'ont intéressée demandent de l'expérience, mais où faire sa première expérience? C'est toujours le serpent qui se mord la queue, mais est-ce que les entreprises qui acceptent peut-être plus des personnes avec un peu moins d'expérience Alors, c'est toujours compliqué parce qu'effectivement, quand on regarde les profils recherchés, c'est le profil, même dans l'horlogerie, c'est énormément d'expérience, maîtrise 15 logiciels, connaissent 15 techniques différentes, parlent 8 langues. Après, ça, c'est, voilà, on cherche le profil idéal, mais finalement aussi, après, il y a une réalité du terrain, du marché, où on prend aussi des personnes qui correspondent à l'offre d'emploi. Pour répondre à la question qui est le manque d'expérience, effectivement, c'est compliqué. Question pas évidente. est-ce que c'est faisable ou est-ce que on... Alors, il y a des stages, il y a des entreprises qui font des stages justement sur lesquels on peut venir et puis juste passer un peu de temps sur la partie opérationnelle, assister au montage mouvement, aider, notamment tout ce qui va être aussi démontage de mouvement pour la restauration, ce genre de choses. Donc, il y a des stages possibles avec certaines manufactures ou certains sous-traitants aussi qui fonctionnent beaucoup comme ça parce que c'est un intérêt aussi économique pour eux. Ça peut être une première piste. Et la deuxième piste, c'est toujours croire en soi. Et Valentin, je ne sais pas s'il va croire en tout cas mes paroles, mais au bout d'un moment, ça va matcher. Croire en soi, valoriser son CV. C'est pas parce qu'on n'a pas d'expérience, on a forcément une expérience à un moment donné dans son parcours qui peut être valorisée, qu'on peut mettre en avant et faire pencher la balance et convaincre finalement le recruteur. Parce que quand je vais prendre le plus grand employeur qui est Rolex, chez Rolex, vous avez énormément de postes séquencés où on n'a pas besoin non plus d'avoir énormément d'expérience pour pouvoir faire certaines tâches. Donc, le plus dur dans l'horlogerie, c'est d'y rentrer. Une fois que vous y êtes, après, c'est bon, parce que vous avez cette expérience et vous pouvez... Après, on peut évoluer au sein de l'entreprise. Vous pouvez évoluer soit au sein de l'entreprise, soit même changer de marque, ça se fait aussi. Les passerelles, elles sont plus faciles. Et notamment, si vous êtes dans un groupe, entre différentes marques d'un groupe, vous pouvez avoir des passerelles aussi
entre les marques. Donc là, il y a des choses qui se font. Mais pour revenir à la problématique, voilà, il faut arriver à se décrocher ce ticket d'entrée. Je sais qu'il est difficile, je sais qu'il peut être long. Il faut essayer aussi le réseau fonctionne très bien, étoffer son réseau maximum, essayer d'être connecté, interagir avec les personnes. Voilà, le réseau apporte beaucoup d'ouverture sur des postes à venir. J'ai une autre question de Marie. Est-ce qu'en reconversion professionnelle, on peut espérer entrer dans une entreprise et être formé par l'entreprise ou est-ce qu'il vaut mieux du coup privilégier des formations plutôt indépendantes ou externes? Ouais, bonne question. Alors là, c'est pareil, hein, ça dépend quoi? Ça dépend quel métier, quel univers. Les grandes manufactures, effectivement, ont des centres de formation internes pour pouvoir former les personnes, les collaborateurs. Je reprends l'exemple du contrôle qualité, où d'une manufacture à l'autre, de toute façon, les critères qualité esthétique changent. Donc chez Patek, ils ont un niveau de critères de qualité, chez Rolex, un autre. Quand vous arrivez, la première chose, c'est qu'on vous explique et on vous forme aux critères qualité. Donc vous n'allez pas de suite en production, on va vous dire, OK, ça là-dessus, ça c'est des pièces non conformes, ça c'est des pièces conformes, ça c'est des pièces limites conformes. Okay. Donc là, vous allez mémoriser les défauts, ils vont mélanger, vous allez faire plusieurs tests, tout un apprentissage. Hein. Et tant que vous n'avez pas passé le test final, vous ne pouvez pas être mis en production. Okay. Une fois que vous êtes en production, tous les 6 mois, pour passer ce test, pour être sûr que vous n'avez pas perdu les critères esthétiques. Okay. Donc la formation, elle est continue au sein des entreprises, sur cette partie-là notamment. Je reprends des parties un peu comme l'usinage, où il faut quand même avoir une notion plus technique déjà à la base, parce qu'on est sur une personne qui connaît rien à l'usinage, c'est compliqué, il faut quand même avoir un minimum quand même de connaissances sur la technique. Pareil, par contre, le polissage, ça peut être, on peut l'apprendre en interne aussi. Il y a des manufactures qui sont ouvertes à ça, qui ont fait des évolutions internes aussi pour que les personnes puissent arriver à se développer et à dynamiser. Super. Je regarde l'heure en même temps. Est-ce que les entreprises horlogères en Suisse embauchent des frontaliers? Alors, ça, c'est aussi la grande question qu'on me pose tout le temps. Alors, quand j'accompagne une personne frontalière, elle me dit de toute façon, ils ne prennent pas de frontaliers, ils prennent que des Suisses. Quand j'accompagne des personnes suisses, ils me disent de toute façon, ils prennent que les frontaliers, ils ne prennent pas des résidents suisses. Alors, très honnêtement, et pour être très logique, il y a quand même un gros nombre de frontaliers dans les manufactures horlogères, puisqu'ils sont aussi très proches de la frontière française. Hein, c'est pas pour rien, c'est pour avoir aussi de la main-d'œuvre à proximité qualifiée aussi. Aujourd'hui, le message il est très clair, c'est priorité numéro 1 quand même aux résidents suisses. Maintenant, s'il n'y a pas de possibilité de trouver quelqu'un de performant avec savoir-être et savoir-faire, les deux compétents qui matchent au poste, effectivement, l'ouverture, elle est de l'autre côté de la frontière. Et en réalité, on voit très vite, et dans les faits, il y a beaucoup de frontaliers qui ont aussi des postes, et il n'y a pas une frontière entre les deux. Voilà. Ouais. Mais il y a toujours cette rivalité, cette question. Après, dans le discours des manufactures, c'est clair qu'ils sont quand même plus dans en tout cas, le candidat suisse par excellence. Mais encore une fois, s'il y a un candidat typiquement de l'autre côté de la frontière, qui a le savoir-être pour compétences égales à savoir-être qui est mieux, qui passe mieux et qui pourra intégrer mieux une équipe, il prendra forcément la personne de l'autre côté de la frontière. Super, bah, merci beaucoup. On va arrêter là maintenant pour les questions parce que je vois l'heure, il est 59. On est pile à l'heure. Je vous invite aussi à vous inscrire au prochain webinaire qui aura lieu le 27 mai à midi. C'est sur le CV vidéo, capter l'attention et décrocher des entretiens. Donc voilà, avec Emmanuel Bichet. Donc on vous envoie directement le lien dans le chat pour vous inscrire et vous pouvez également accéder à tous les replays des précédents webinaires. Pareil, je vous envoie le lien dans le chat et quand vous allez fermer le webinaire, vous allez avoir un petit questionnaire de satisfaction. Donc, ça nous ferait très plaisir si vous pouvez nous donner votre avis sur le webinaire. Voilà, je lis tous vos retours. Donc, voilà, ça prend quelques secondes. Si jamais vous avez quelques secondes, ça m'intéresse d'avoir tous vos retours. Je pense qu'on est tout bon. Est-ce que... On est tout bon. En tout cas, merci beaucoup, Mylène. Bah, merci à toi. Tout le monde de nous avoir écoutés en direct. Merci pour tous tes précieux conseils sur le secteur de l'horlogerie. J'ai appris plein de choses et j'espère que vous aussi. Donc, et puis pour toutes les personnes qui veulent se reconvertir, bonne chance. Il faut croire à votre projet et ça va le faire. Ça va le faire. Merci beaucoup en tout cas. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir.